messieurs, bonsoir. Vous êtes sur le point sur l'actualité. Vous regardez bien sûr votre programme quotidien sur For You Média. Et bien, deux thématiques à l'ordre du jour. En Côte d'Ivoire, d'abord, Simone Gbagbo a annoncé samedi à Abidjan la création de son parti politique. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire a donc créé samedi 20 août son mouvement, 3 ans déjà avant la présidentielle de 2025. Une rupture politique avec qui elle avait formé un redoutable tandem au pouvoir pendant plus de 10 ans. Simone Gbagbo a donc été élue sans surprise, justement présidente du mouvement des générations capables, le MGC, avec 100% des voix. Alors, que nous réservent les échéances électorales en Côte d'Ivoire? Qui va affronter qui? Cette multitude de partis d'opposition ne dessert-t-elle pas finalement le parti au pouvoir? Autant d'interrogations posées dans le cadre de votre programme. Et puis on ira au Mali. Le président de la transition, le président Assimi Goïta, a signé un décret le 21 août dernier désignant donc le colonel Abdoulaye Maïga, ministre qui est d'ailleurs le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il a été nommé en tant que premier ministre par intérim. Abdoulaye Maïga, on le rappelle, était aussi le porte-parole du gouvernement, très connu des médias. La plupart de ses annonces et déclarations ont d'ailleurs marqué l'opinion publique international. Il remplace donc pour l'instant en tout cas l'ancien, on va le dire quoi, le premier ministre malien Choguel Kokalai Maïga. Mais alors notre militaire qui prend dans la tête du gouvernement malien, est-ce que cela pourrait avoir un impact pour la suite de la situation, la gestion de la crise, du moins la situation sociopolitique du côté de Mali, mais aussi entre le Mali, les relations entre le Mali et les autres États? On en parlera tout à l'heure. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver. On va rapidement présenter ceux qui sont à mes côtés dans le cadre de ce programme. Abdoundam, bonsoir et bienvenue. Bonsoir ma révérendissime Manuela Sekendoumbé. C'est un plaisir renouvelé d'être là, de partager une émission ô combien importante, comme le point sur l'actualité. C'est aussi un plaisir renouvelé de partager le plateau avec mon estimé frère et ami, mon frère Mbatengene. Je dis également un bonsoir particulier à tous nos milliers de téléspectateurs et de télé-auditeurs qui nous écoutent. Bien sûr. Je salue également le top management de For You Média, sans toutefois oublier nos techniciens combien manifestent, se battent autant que faire se peut afin que nous soyons davantage audibles mais aussi visibles. Tout à fait. Et je crois qu'on va faire une bonne émission et sur ce, très bonne émission à tous. Merci à vous Abdoundam. On rappelle que vous êtes politologue. Et vous avez bien fait de le rappeler. Vous nous suivez également en direct de notre radio, la 96.3 FM. Bien sûr aussi nos différentes plateformes Facebook et YouTube. Alors, Jonathan Batengene également ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Manuela Sekendoumbé, bonsoir à mon très estimé frère Abdoundam, bonsoir à tous les techniciens qui se battent pour que la retransmission, que ce soit en audio ou en visuel, soit de très bonne qualité. Bonsoir à tout le top management de For You Media, la direction générale qui a coordonné les opérations et qui assure bien sûr la continuité du service. Bonsoir aux autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, qui abattent tous les jours un travail remarquable et nous leur disons toute notre solidarité et admiration. Voilà donc le décor planté, chers téléspectateurs et téléauditeurs. Alors on va aborder la première thématique de ce soir, Côte d'Ivoire. L'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, qui crée son parti. Est-ce qu'elle va se porter candidate? Tout porte à croire que oui. D'ailleurs, elle a été présidente justement de ce parti d'opposition. Eh bien, on va planter le décor avec ce reportage avant de revenir sur le plateau.
Des petits soucis de son peut-être avec cet élément, en tout cas on y reviendra peut-être plus tard. Ce qu'on sait, comme on l'a dit à l'entame de cette émission, Simone Gbagbo a donc créé son parti. C'est une actualité qui fait couler encore d'ailleurs beaucoup d'encre et de salive, alors qu'on sait qu'elle a été pendant plusieurs années, on parle de plus de 10 ans, aux côtés de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui lui également d'ailleurs a créé son parti il y a quelques mois encore. Alors je vais peut-être commencer à ouvrir le débat avec vous, Abdoul Ndam, sur cette question, votre réaction peut-être après cette annonce de Simone Gbagbo. Bien évidemment, c'est une réaction tout à fait normale pour un analyste politique de mon état. Cela me permet quand même d'aborder encore les lunettes analytiques pour pouvoir décrypter la portée d'un tel événement ou encore d'une telle nouvelle. Compte tenu du champ politique ivoirien qui s'oppose en s'opposant avec la réalisation, la mise sur scène de plusieurs acteurs politiques. Ce que je constate d'emblée, c'est que le champ politique ivoirien est davantage pris en otage par certaines figures qui en réalité ne veulent pas lâcher l'Est à une génération montante. Parce qu'en réalité, lorsqu'on voit la réconfiguration du champ politique ivoirien, force de constater que le champ politique ivoirien ne donne pas la possibilité à une classe nouvelle d'émerger. Et aujourd'hui, on constate que la dame Gbagbo a connu par le passé le divorce sur le plan matrimonial, mais aujourd'hui, le divorce est davantage consommé sur le plan politique. Maintenant, est-ce que la frénésie de création de formations politiques en Côte d'Ivoire est un indicateur important pour donner un lendemain meilleur quant à ce que l'opposition puisse renverser le pouvoir dans les séances à venir? Je crois pour ma part, d'entrée de jeu, la création multiple, frénésique des formations politiques en Côte d'Ivoire sont des indicateurs, ou encore est un indicateur phare qui nous atteste qu'en réalité, la vie politique en Côte d'Ivoire donne la possibilité davantage à M. Alassane Dramane Ouattara, qui en réalité s'inscrit dans une position confortable, puisqu'en réalité, plus vous créez des formations politiques, plus vous n'avez pas la capacité de mettre en harmonie vos énergies, plus vous êtes faible, plus celui qui a le rapport de force ou encore le vent en poupe aura la capacité de mieux asseoir son hégémonie. Je tiens à rappeler que le Front populaire ivoirien, qui est un grand parti historique, aujourd'hui est balkanisé. Lorsque M. Laurent Gbagbo sort de ce parti et crée son parti, le parti des peuples africains du Côte d'Ivoire, voilà aujourd'hui Mme Gbagbo qui en réalité a été porté par un mouvement. Je tiens à rappeler que ce mouvement est né juste l'année dernière, en septembre l'année dernière, où plusieurs personnes sont mises ensemble pour pouvoir mettre un mouvement. Et ce mouvement aujourd'hui se mute en parti politique. Maintenant, la question fondamentale est celle de savoir, est-ce que la création de ce parti politique, est-ce qu'il aura la capacité, ce parti politique, de bien vouloir observer les règles telles que prescrites par la science politique, notamment sa capacité à avoir la ramification dans tous les temps du territoire national? Est-ce que cette formation politique nouvelle a la capacité d'avoir les politiques de ses moyens, notamment les ressources économiques, les ressources relevant de l'aspect matériel, les ressources relevant de l'aspect financier? Pourquoi? Parce que le parti, en réalité, ce n'est pas un jouet. Lorsqu'on crée une formation politique, c'est tout un investissement énorme. Je me pose la question de savoir, est-ce que Mme Gbagbo, eu égard de son âge, sa capacité physique diminuée, aura-t-elle des coudées franches pour faire vivre ce parti politique? Justement, on reviendra justement sur les conséquences un peu plus tard. Mais vous avez dit que le champ politique ivoirien aujourd'hui est pris en otage. En face, on a bien sûr le président Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que, parce que pour certains, il faut également des personnes qui ont une certaine carrure, sans pour autant dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'autres, une autre classe politique qui pourrait émerger, mais une certaine carrure pour pouvoir faire face au président Alassane Ouattara? Oui. Dans le cas d'espèce, je n'en disconviens point que Mme Gbagbo est une figure éponyme du champ politique ivoirien, tout comme M. Gbagbo et bien d'autres. Mais le plus important, c'est que face à l'adversité qui utilise la ruse et a la capacité de diviser pour mieux régner, le réalisme en politique voudrait que, en face d'un homme comme tel, il est important que vous puissiez faire bloc, définir une stratégie commune pour pouvoir renverser le pouvoir. Dans le cas d'espèce, ils partent en rang dispersé, ça fragilise davantage l'opposition et la création de cette formation politique, en réalité, ne va pas rivaliser d'emblée le parti au pouvoir. Ça va d'abord rivaliser les partis entre eux, les partis d'opposition. Figurez-vous, s'il y a une élection locale, et on a en même temps le parti de M. Laurent Gbagbo, le parti de Mme Simone Gbagbo, le Front populaire ivoirien. En réalité, ils vont encore se départager cet électorat qui en réalité devait faire bloc pour pouvoir donner tout savoir à une personne au sein de l'opposition. Donc vous voyez que quoi que l'on dise,
sur tous les angles, il n'en est pas moins vrai que la création frénésique des partis d'opposition ne concourt pas au caractère solide, au caractère, je veux dire quoi, ne donne pas la capacité à l'opposition d'avoir les politiques de ces moyens pour pouvoir renverser le pouvoir. Mieux encore, ces créations politiques, ô combien multiples, fragilisent davantage l'opposition. Je me pose la question pour sortir. Ouais. Que figurez-vous? Si, admettons que ces partis politiques qui se créent en Côte d'Ivoire décident de se mettre ensemble, un problème au niveau de l'opposition va se poser. La question du leadership. Vous et moi, Madame Gbagbo et Laurent Gbagbo, autour d'une table, vous pensez qu'ils vont s'entendre? Au regard du fait qu'ils ont un passif tant matrimonial que tant le parti politique, ça devient compliqué pour la Côte d'Ivoire. Voilà, merci pour ce premier jet, Jonathan Batenguene. Alors finalement, Madame Simone Gbagbo, qui crée son parti, elle a été élue justement, elle a la tête de ce mouvement. Et on imagine qu'elle se prépare pour les prochaines échéances électorales. Laurent Gbagbo de son côté, il n'y a pas que Laurent Gbagbo. On a le FPI, même si on dit FPI originel, encore que c'est encore divisé. Alors aujourd'hui, l'opposition en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut parler finalement d'une opposition divisée? L'opposition, malheureusement, c'est divisé. Et là, on n'a pas, quand on parle du couple Gbagbo, on parle des cadors qui ont porté le multipartisme en Côte d'Ivoire. Oui. Il faut se souvenir que dans cette union qui est partie de 1973 jusqu'à traverser la fin du XXe siècle, a jalonné une partie du début du XXIe siècle jusqu'en 2021, mars 2021, où des soupçons d'une fracture dans le couple Gbagbo a commencé à siffler dans les médias. Eh bien, en 1973, quand ils se connaissent, ces deux personnalités qui sont encore en train de se chercher dans la vie politique. Et les deux vont, au sein de l'opposition, ils vont d'abord militer dans le mouvement syndical. Il faut se souvenir du SINARES. Le SINARES, c'était le syndicat dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire qui militait en faveur des droits des enseignants. Et dans ce corps-là, il y avait un mentor qui les avait unifiés. C'était le professeur Bernard Zadi Zaoro, qui avait joué son rôle de leader et qui avait insufflé cette flamme de syndicalistes, de battants pour la question des droits de l'homme au sein du couple Gbagbo. Gbagbo et sa femme, c'est un couple qui ne s'est pas beaucoup retrouvé. De 82, 73 déjà, il ira en exil. Soit 82, 88, Gbagbo sera en exil. 92, il ira en prison. Le couple sera déchiré jusqu'au début des années 2000. Et la période véritablement où ils se sont retrouvés, c'est pendant la présidence de Laurent Gbagbo de 2000 à 2010. C'est-à-dire pendant 10 ans. Et ces 10 ans, plutôt que de créer des fractures, ça a créé une relation quasi fusionnelle. Vous vous souvenez qu'en 2015, quand Madame Simone et Yvette est amenée devant le tribunal, il lui est reproché d'avoir contrôlé un escadron de la mort. Et on lui reprochait d'avoir eu une influence au-delà de l'imaginable. En dehors de sa fonction de première dame. Sur le président. C'était une relation fusionnelle qui finalement aussi a pâti du fait d'abord des combats politiques parce qu'il s'en est suivi des procès. Les deux ont été condamnés à 20 ans de prison. L'un pour le président Gbagbo, il était accusé d'un braquage, même si on sait que les causes sont les raisons sont factices. Elle, d'avoir utilisé un escadron de la mort, 20 ans. Et les procès, la pression politique a finalement eu raison. Ça les a éloignés. On se souvient que cette fracture a surgi ou bien s'est fait voir lorsque le président Laurent Gbagbo allait en prison en Belgique. C'est pendant sa prison qu'il a finalement, du moins il s'est séparé de cette sorte d'âme sœur, parce que c'était le grand combat des Ivoiriens. On les reconnaissait comme étant des incorruptibles. Quand ils prennent la présidence en 2000, ils sont réputés incorruptibles. Aujourd'hui, nous regrettons quand même que la scène politique ivoirienne se soit ainsi fragilisée. Il faut noter que les fondateurs du FPI, comme Sangaré, Abderrahmane Sangaré, ou encore d'autres comme Boga, le docteur Boga. Sako Boga, j'avais. Oui, son frère Doudou. Son frère Boga Doudou, lui. Tous ces fondateurs-là, la majorité est déjà partie par des voies naturelles. Mais là, on avait encore deux gros piliers
qui pouvaient apporter aux nouvelles générations, qui ont fabriqué quelque chose, mais qui malheureusement sont en train de pâtir du fait du combat politique. C'est aussi la preuve que ce qu'on a vu en Argentine, ce n'est pas quelque chose de fortuit, où le mari a été président et en 2007, il cède la place à sa femme. Ce n'est pas quelque chose de fortuit, c'est parfois des enjeux qui sont bien consolidés au sein d'un couple. Donc là, on a un cas classique d'une histoire qui n'a pas pu traverser les luttes politiques. Cette histoire a parti des luttes politiques et on ne peut pas reprocher au couple Gbagbo de s'être divisé parce que chaque personne a une équation personnelle à résoudre. Mais ce qu'on tire de ces deux-là, parce que les jeunes générations ivoiriennes doivent s'en inspirer, ce qu'on tire du président Gbagbo et de Madame Simone Yvette Gbagbo, c'est qu'ils sont restés fermes dans leurs convictions. Madame Yvette Gbagbo, quand elle gagne les élections samedi dernier, elle fait un discours. Et dans son discours, elle montre une chose. Son adversaire, ce n'est pas Gbagbo. Elle dit clairement que son adversaire, c'est le camp Ouattara. Mais son adversaire, c'est le camp Ouattara. Mais à côté, il y aura d'autres adversaires. Il ne faudrait pas également se voiler la face parce que après les voix également sont divisées. Si vous avez pour adversaire M. Alassane Ouattara, il faut bien avoir une certaine voix pour du moins dévancer les autres partis d'opposition, dont Laurent Gbagbo. Ce que vous dites est extrêmement pertinent, dans la mesure où lorsqu'il y a une élection locale, comme l'expliquait tout à l'heure M. Abdoundam, c'est vrai, il y aura un partage des voix de l'opposition entre tous ces candidats, sauf que ça c'est dans l'hypothèse où ces partis ne réussissent pas à faire une coalition. Or, la scène politique ivoirienne nous enseigne quelque chose. C'est contrairement à ce qu'on observe dans d'autres scènes politiques, notamment celle camerounaise. La scène politique ivoirienne est une scène où les alliances sont fréquentes, surtout lorsqu'il faut battre un candidat qui est identifié. On se souvient que lorsque le président Gbagbo se retrouve aux élections de 2010, pour le contrer, ils vont créer la grande réunion de la grande coalition des partis de l'opposition autour de ce qu'ils ont appelé le RHDP, les oufouettistes. Rien n'est exclu, parce que jusqu'à présent, le combat de Mme Yvette Gbagbo n'est pas loin du combat de M. Gbagbo. Sauf que, oui, dans la multiplication des partis politiques, il y a un risque d'effritement et de partage des voix de l'opposition. Certainement, c'est ce qui pourrait arriver dans le pire des scénarios, sauf la scène politique ivoirienne nous a toujours réservé le phénomène d'alliance. Donc, nous faisons confiance à ces personnalités pour qu'à un certain moment, elles puissent mettre leur ego derrière. Les leaders ivoiriens sont capables de le faire. Ça, c'est peut-être difficile dans d'autres scènes politiques, mais les Ivoiriens savent le faire. Quand il faut se mettre ensemble et donner la chance à l'autre, on a vu Bédié, le président Bédié, donner sa chance au président Ouattara, qui finalement a été le candidat du RHDP. Il n'est pas exclu qu'au sein d'une coalition, en 2025, les partis d'opposition ivoiriens s'engagent à faire une coalition. Surtout qu'il y a également un autre élément. Allez-y rapidement, oui. L'élément, c'est que Mme Yvette Gbagbo dit une chose. Elle dit, ce n'est pas, elle n'a pas demandé la grâce. Et elle dit, la grâce qui a été accordée, elle n'a pas dit seulement à son cas, la grâce, c'est encore une manière de crisper l'atmosphère politique. Ça veut dire quoi? Non seulement elle remet en question la question de la grâce pour M. Gbagbo, elle remet également la question de la grâce pour son propre cas et pour l'ensemble des autres acteurs de la classe politique de l'opposition ivoirienne. C'est des mots qui doivent être pris avec tout le poids qu'ils pèsent actuellement dans la vie politique ivoirienne. Abdoundam, oui. Je suis d'accord avec mon frère Mbaté Guéné, à quelques exceptions près. Allez-y. On ne peut pas perdre de vue le fait que deux personnes qui se sont mises ensemble pendant plusieurs années et qui ont formé un couple, et ils ont partagé beaucoup de choses ensemble. Partant sur ce principe, on aurait souhaité que même s'il y a eu divorce entre M. Gbagbo et sa dame, mais que Mme Gbagbo reste dans le parti. Pourquoi? Quelle est la nécessité d'aller créer une autre formation politique? Est-ce que ce n'est pas pertinent? Est-ce que c'est pas pertinent? Ça peut être pertinent, sauf je vous remets la parole. À l'intérieur, il y a les réponses. À l'intérieur du FPI, il y a, après le départ de Gbagbo de Côte d'Ivoire, le FPI était en lambeaux. Le FPI a connu des divisions. Et ces divisions-là sont allées jusqu'à remettre en question
justement la question de la dominance de Madame Gbagbo sur le président Gbagbo. Et certains acteurs, sur la base de cela, ont amplifié les divisions entre les deux individus. Donc il fallait forcément peut-être passer par là. C'était un passage obligatoire? On va voir si c'était un passage obligatoire. Pour poursuivre, c'est un élément très important. Oui. Partons de ce principe où il pourrait se retrouver, il pourrait se retrouver sur la table d'une alliance possible. Je crois que si on est cohérent, on peut admettre que les deux, sur le plan marital, puissent se séparer. Mais l'idéologie politique doit rester. En réalité, les deux pouvaient se séparer, mais quand même rester dans le parti. Ce que je déplore, c'est que, quoi que l'on dise, sur tous les angles, la création, le fait que cette dame, Madame Gbagbo, crée son parti politique, ou encore la mutation de ce mouvement en parti politique, est un indicateur subjectif qui atteste véritablement, qui communique qu'en réalité, elle n'est pas d'accord avec son mari et que les deux peuvent s'affronter sur le champ politique. Lorsque M. Batengue me dit, lorsque Mme Simon dit son adversaire, c'est M. Alassane Dramane Ouattara, c'est de la communication politique pure, c'est du marketing politique. Mais qu'est-ce que vous dites? Pour atteindre M. Ouattara, il faut passer sur d'autres formations politiques d'opposition, y compris le parti de M. Gbagbo. Donc, en réalité, Mme Gbagbo ne va pas aller en cavalier solitaire pour aller challenger M. Laurent Gbagbo, M. Alassane Dramane Ouattara. Il va falloir personnellement qu'elle puisse donner sa capacité à démontrer qu'elle est plus que les autres formations politiques d'opposition, y compris le parti de M. Gbagbo, pour dire qu'en réalité, avant d'atteindre M. Alassane Dramane Ouattara, ses vrais adversaires potentiels, ce sont les autres partis politiques d'opposition. Donc vous ne pensez pas, vous ne croyez pas à une possible alliance un peu plus tard? Et c'est compliqué. Je vais y arriver par rapport à l'alliance. Je vais juste démontrer que lorsqu'elle dit que son adversaire principal c'est M. Alassane Dramane Ouattara, c'est faux. Avant d'atteindre M. Alassane Dramane Ouattara, il va falloir qu'elle puisse faire preuve au sein de l'opposition pour se distinguer. Deuxième aspect, pour parler par exemple de l'aura de M. Alassane Dramane Ouattara, de Mme Gbagbo et son époux, vous comprendrez que les deux en réalité n'étaient pas quand même ni est ni hilo. Ils ont été portés par des figures juvéniles, en l'occurrence M. Blé Goudé. Aujourd'hui, quelle sera la position de M. Blé Goudé? Sera-t-il derrière M. Gbagbo ou Madame Gbagbo? Voilà autant de complications et on ne peut pas perdre de vue ou encore négliger l'aura qu'a M. Blé Goudé. Aujourd'hui, M. Blé Goudé est dans l'embarras. Va-t-il aussi créer sa formation politique? Est-ce que son mouvement va muter en formation politique? C'est d'ailleurs une question très essentielle. On aura pour vous dire qu'en réalité, l'environnement politique tel qu'il se donne à voir, face à un adversaire à la taille de M. Alassane Dramane Ouattara, qui maîtrise le champ politique et a la stratégie de diviser pour mieux régner, en réalité, le fait pour ces partis politiques d'opposition, ces figures emblématiques qui ont marqué et conduit à marquer la vie politique ivoirienne, lorsqu'ils se divisent, lorsqu'ils se disloquent, ça arrange M. Alassane Dramane Ouattara. Parce que quoi? Il a la capacité de mieux asseoir son pouvoir pour pouvoir rester davantage au pouvoir. Pour vous dire qu'en réalité, quoi que l'on dise, la énième création d'une formation politique par une figure à la taille de Mme Gbagbo, crée d'autres problèmes. Quelle sera la position de M. Blé Goudé entre les deux, entre M. Gbagbo et Mme Gbagbo? Va-t-il muter son mouvement en une autre formation politique? Ça sera encore une autre formation politique de plus. Merci à vous, Abdoul Ndam. Avant de revenir sur le plateau, on va aller du côté du standard, je pense. Madame Sissi, voilà, me dit-on. Madame Sissi, depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous, Madame Sissi. Oui, bonsoir Manuela Siké, bonsoir à Batengue et bonsoir à notre frère. Madame Gbagbo, en tant qu'Ivoirienne, a le droit de créer son parti politique. Ça, c'est pas le problème. Mais dire que Madame Gbagbo va venir créer un parti politique du jour au lendemain, après la scène à l'aéroport, c'est faux. Cette histoire, ça a été mûri depuis longtemps. Et comment en est-on arrivé là? La France a dit à tous les acteurs politiques que le président Gbagbo ne va plus revenir en Côte d'Ivoire. C'est là le problème. Depuis la haie, la France a dit à Afin N'Guessan qu'il doit occuper la tête du FPI parce que le président Laurent Gbagbo est parti, c'est un voyage sans retour. Afin N'Guessan, il s'est essayé à la chose, ça a été la catastrophe. Il y a eu même les Gor, les Gbagbo ou rien, parce que ça n'a rien donné. Lui-même, il n'est qu'on lui a donné l'enveloppe et puis il se bat avec ça. Maintenant, on est passé à Mme Gbagbo. Vraiment, ça confirme depuis le début que c'était un deal. Elle a dealé sa sortie parce qu'on lui a dit, est-ce que tu peux casser le FPI? Comme ça, tu viens au pouvoir. Elle s'est essayée, mais ça n'a rien donné. Et ce qui nous réjouit, c'est que à travers toutes ces divisions,
on voit vraiment le vrai, celui qui incarne vraiment le combat des Ivoiriens, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est la France qui a la manœuvre. Toutes ces gesticulations, toutes ces soi-divisions, toutes ces créations de partis politiques, c'est la France qui est derrière. Maintenant, elle a créé son parti. Quelle est l'idéologie qu'elle va défendre? Et vous avez posé la question, quelle idéologie elle va défendre? Si c'était l'idéologie du président Laurent Gbagbo, il n'y a pas raison de créer son parti. Laurent Gbagbo, c'est lui qui se bat pour la liberté des Ivoiriens, pour la vérité, pour la justice. Est-ce que c'est ce qu'elle va défendre? Si c'était le cas, pourquoi aller créer un autre parti, un bis PPACI? Ce qui veut dire que Mme Gbagbo a rejoint le camp de Dramane Ouattara, c'est connu. Vraiment, il faut qu'on évite maintenant la langue de bois. Elle s'est lancée en politique. Il faut qu'on évite la langue de bois. Elle est financée par Alassane Ouattara et par la France. Elle est financée ainsi. Blé Goudé, il a donné déjà les signes. Le parti de Blé Goudé est déjà, le mouvement de Blé Goudé est déjà un parti politique. Le COJEP, c'est un parti politique. Depuis, il a participé même aux élections législatives. Il a eu 0 voix. Mais Mme Gbagbo qui va créer son parti à son domicile, pourquoi elle ne va pas s'essayer dans les salles de 5 000 places, 20 000 places? Parce qu'elle a essayé, parce que ce parti devait être créé depuis, hein. Il devait voir le jour depuis. Mais elle a fléchi parce qu'elle est partie au Palais des Sports. La salle était vide aux 3 quarts. 3 quarts vide. En fait, les Ivoiriens ont compris. Moi, je pense que le temps qui est là, Gbagbo disait le temps, l'autre nom de Dieu, effectivement, jusqu'à ce que les derniers masques tombent. Vous voyez comment Blé Goudé annonce les nouvelles avec celle qui est arrivée. Il y a des gens, des brebis égarés là, qui n'ont rien foutu dans leur vie. Elles rentrent au pays. Ceux qui disent qu'ils étaient en exil à cause d'Alassane Ouattara, nous sommes en train de réfléchir, nous faisons des analyses. Ceux qui disent qu'ils étaient en exil depuis 10 ans en Europe à cause d'Alassane Ouattara, à cause de sa politique. Aujourd'hui, elle rentre. Elle fait allégeance à Alassane Ouattara. Et pour dire quoi? Ça, c'est la France. On va actionner les médias propagande, la propagande là. Oh, vous voyez, le président Laurent Gbagbo, c'est un homme infréquentable. C'est un homme, c'est ci, c'est là. Il n'a même pas pu s'entendre avec Afin Guessan. Il n'a même son épouse, même, ils se sont séparés. Et son plus grand lieutenant, Blé Goudé, ils n'ont même pas pu s'entendre. Voilà, vous voyez un peu le personnage, il est infréquentable. Nous connaissons la fin de cette affaire-là. C'est du n'importe quoi. C'est des traîtres. Ils ont vendu la lutte. On avait la langue de bois au début, mais c'est du n'importe quoi. Qui va laisser le président Laurent Gbagbo et puis sur Mme Simone Gbagbo? Qui? Dites-moi quel est l'Ivoirien qui le fera. Les gens sont en train d'ethnistiser les choses. Ils sont en train de... Ils n'ont rien apporté aux Ivoiriens. Et le seul qui est combattu, moi quand j'entends aussi cette histoire de nouvelle génération, le président Laurent Gbagbo, pour faire partie du président Houphouët-Boigny du pouvoir, il a présenté sa candidature, il n'a pas dit, jamais il n'a dit à Houphouët-Boigny, tu as vieilli, il faut quitter la scène politique. Il a présenté sa candidature dans une élection, il a eu les voix qu'il devait avoir. Mais quelle histoire? D'où vient dire qu'on doit laisser cette nouvelle génération? C'est du n'importe quoi. Ça, c'est le discours du colon, parce que Alassane Ouattara doit quitter la scène. Mais ceux qui disent qu'Alassane Ouattara, il va gagner des élections, mais Alassane Ouattara est fini. Voilà pourquoi la France est en train de chercher à positionner Thiam. Voilà un autre encore vendu. C'est parce que Dramane ne fait plus le poids. Il n'a pas de militants. Voilà pourquoi il règne par la terreur. Arrêtez de venir sur les plateaux de dire que Alassane Ouattara, il va asseoir la politique, il va gagner. Il ne vaut rien. Voilà pourquoi il maintient des gens dans la terreur. Ça ne passe pas. Personne ne l'aime. Il n'est pas ivoirien. Il a montré sa politique. Ça n'a rien donné. Les Ivoiriens ont fait. On a entendu sur ces chantiers, on n'a rien vu. Le pays est plus qu'endetté. Donc arrêtez ce débat, arrêtez ça. Nous parlons des Ivoiriens. Et c'est le président Laurent Gbagbo qui est le seul. C'est lui qui a même décarné toute la vision de ce que les Ivoiriens recherchent. La paix, la liberté, le développement, c'est lui qui incarne ça avec le président. Dieu merci, il a signé comment on appelle, une fusion. Il a fait fusion avec le PDCI pour l'instant. Sinon, tout le reste là, c'est du blablabla. C'est du mensonge, c'est des gens qui n'ont rien à apporter à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont vu clair. C'est la misère, laissez ça. Il y en a qui sont en Europe qui ont trouvé que c'est trahi. Et quand vous venez, on vous remet comment on appelle, comment les reconnaître? Il faut insulter le président Gbagbo. C'est comme ça on les reconnaît.
vous rentrez en Côte d'Ivoire, on vous dit, mais vous n'avez rien prouvé, vous nous avez dit que vous êtes avec nous. Comment insulter le président Laurent Gbagbo? Bogazako l'a fait, Blé Goudé le fait, tous ceux qui rentrent le font, c'est comme ça on les reconnaît. Merci, Manuela Siké. Madame Cissé, merci d'être passée par ici. Vous nous permettez d'ailleurs à travers votre analyse de ce soir de relancer le débat. On va rapidement, Jonathan Batenguene. Madame Cissé, du moins, on suppose que c'est ce que pensent certains Ivoiriens également du côté de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous partagez les suspicions? Elle a évoqué un certain nombre d'éléments, le fait que Mme Simone Gbagbo ait créé son parti, il y a des suspicions. Vous pensez qu'on pourrait parler d'achat de conscience? Voilà, est-ce que vous partagez cela? Bon, je lui laisse la responsabilité des mots. Madame Cissé est suffisamment militante, responsable pour savoir de quoi elle parle. Sauf que les éléments objectifs aussi peuvent être décryptés. Si Madame Cissé aussi peut se souvenir, elle verra que la première interview de Laurent Gbagbo, lorsqu'il sort de la haie, lorsqu'il sort de la CPI, c'est à France 24. C'est quand même une situation un peu aberrante. Quand on sait que les vrais soutiens de Laurent Gbagbo, c'était les médias panafricanistes. Il ne va pas d'abord dans les médias panafricanistes, il va s'exprimer à France 24. Pourquoi France 24? Pourquoi TV5? Pourquoi les médias du Quai d'Orsay? Pourquoi privilégier les médias du Quai d'Orsay s'il est effectivement dans la dynamique totalement panafricaniste et résolument panafricaniste? Donc, la question qu'elle soulève, il y a beaucoup d'éléments que beaucoup d'acteurs pourraient également mettre sur la table pour mettre en doute la capacité ou bien la crédibilité de chaque acteur. Sauf que ce n'est pas la meilleure approche. Aller faire une chasse aux sorcières pour la classe politique ivoirienne n'aura qu'un seul gagnant, c'est Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi? Parce que lui, il est le maître régnant pour l'instant, il a les clés du combat et ça l'arrange bien, tout à fait, je partage l'analyse d'Abdoul Ndam, ça l'arrange bien de voir des divisions se réaliser à profusion. Par contre, ce que les Ivoiriens ou bien la classe politique ivoirienne gagnerait, c'est davantage trouver les points de raccord. Quand le président Laurent Gbagbo crée le PPACI, les affigaissants du FPI, qui sont restés avec le FPI, peuvent dire en quoi est-ce que le PPACI est différent du FPI, vu que l'idéologie, c'était déjà une idéologie proche des mouvements panafricanistes. En quoi est-ce que le PPACI... Non, c'est mieux de trouver des passerelles avec certains acteurs. Et tout à l'heure, j'ai apprécié un élément. Nous pensons que l'élément Blé Goudé, qui est également un autre élément de l'équation, au lieu que de continuer avec ces stratégies qui consistent à un pugilat par voie interposée, par voie médiatique, les Ivoiriens de l'opposition gagneraient à davantage s'unir. Il n'y a que dans l'unité qu'ils peuvent réussir. Ils doivent prendre pour exemple la candidature de l'opposition pro-française de 2010. Parce que là, les Français, qu'est-ce qu'ils avaient compris? Dans leur stratégie, ils avaient compris qu'il fallait créer un bloc avec lequel, de manière bien ou mal, on pourrait installer un dirigeant au pouvoir. Et ils l'ont fait mal. On le sait, parce que Choi a inventé son résultat. Il a fabriqué un président. C'est un coup d'État qui a été réalisé en Côte d'Ivoire. Sauf que il y avait une coalition pour crédibiliser ce coup d'État. Les Ivoiriens devraient davantage envisager leur avenir politique, ou du moins l'avenir de l'alternance, avec les perspectives de victoire de l'opposition dans le cadre d'une vaste coalition. Blé Goudé, Simone et Yves Gbagbo, ce n'est pas des opposants avec qui les partisans du président Gbagbo devraient se bagarrer. Ils devraient davantage chercher à se rapprocher. Parce que les zones de fracture qui ont été amplifiées depuis l'emprisonnement du président Gbagbo et depuis la fragilisation, le départ au pouvoir du FPI, si ces zones de fracture sont amplifiées, le pouvoir en Côte d'Ivoire. Merci. En 30 secondes, Abdoul Ndam, pour passer à l'autre thématique. Donc, ce qui est important de souligner, c'est que ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, c'est une théorie très claire. La théorie de la diabolisation. C'est la théorie d'étiquetage.
C'est-à-dire, tout est mis en œuvre pour que les opposants entre eux se mangent. À travers quoi? La politique, la théorie, la diabolisation. Aujourd'hui, les militants sont divisés. Ceux qui étaient hier unis, en réalité, les pro-Gbagbo sont en train de critiquer les Laurent Gbagbo sont en train de critiquer les pro-Simon. Et les pro-Simon sont en train de critiquer les pro-Gbagbo. Pourtant, par le passé, ils étaient unifiés. C'est ça la stratégie de la diabolisation, d'étiquetage. Or, cette stratégie est mise en œuvre par qui? Par celui qui gère l'appareil politique ivoirien. Je vais vous prendre quelques clichés. Rapidement. Aujourd'hui, M. Alassane Ouattara, il a toutes les cartes. Un, c'est lui qui a de la grâce. Sur le plan juridique, la grâce n'efface pas l'infraction. Ça veut dire qu'il a encore une carte pour encore griller davantage l'opposition. Donc, quoi que l'on dise, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, avec l'embarras de choix qu'aura aujourd'hui M. Blé Goudé qui est en voie de créer sa formation politique, la situation de M. Guillaume Soro qui est aussi en train de vouloir créer, de muter son mouvement en un parti politique, tout cet imbroglio ne donne finalement, pas on va servir le parti au pouvoir. Je vous assure, et c'est lamentable et c'est déplorable. De toutes les façons, on aura l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions. On va sans transition aborder la thématique suivante. On parle du Mali. Vous le savez, on l'a annoncé, le Premier ministre malien, Choguel Kokalai Maïga, est donc en repos maladie, mais il a été remplacé, prémature, hein, il a été remplacé par le Premier ministre, bon, on va dire celui qui est connu pour être le porte-parole du gouvernement, c'est toujours Maïga, mais cette fois-ci Abdoulaye Maïga. Il est également le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est un militaire qui prend dans la tête du gouvernement malien. Est-ce qu'il y aura un impact pour la suite justement de cette gestion de la transition au Mali? C'est une interrogation. Est-ce que, connaissant les voies directes de M. Abdoulaye Maïga, sa façon de parler, on le sait, c'est lui qui avait reproché au président français, bien sûr, non seulement le Mali et la France, mais pourquoi pas avec les autres États. Alors, Jonathan Bateguine, est-ce que c'est un événement? Doit-on prendre cet événement de manière normale, classique, ou alors est-ce que ça nécessite quand même situer la situation? Oui. Le Premier ministre et nous lui transmettons nos voeux de prompte dans une situation où il faut l'évacuer. Oui. Il faut le faire évacuer pour aller suivre des soins intenses et certainement recouvrer sa santé pour revenir, parce qu'on parle d'un Premier ministre pas intérim. Tout à fait. Que le Premier ministre Choguel Kokalai Maïga était devenu comme une sorte de doublure du président Assimi Goïta au sein de l'appareil politique. De l'autre côté, on a un profil différent. Spécial, il a été sur les théâtres d'opération, il connaît, il a frôlé. Lui, par contre, quand vous écoutez ceux qui parlent, il s'est retrouvé quelquefois devant les médias, on a quand même... Donc, c'est un nouveau profil qu'on aura. C'est pas quelqu'un qui, sur le plan communicationnel, va envahir la sphère des réseaux sociaux. Et ce sera donc un challenge, parce que si Choguel Kokalai Maïga avait réussi, par contre, pourrait revenir là avec le discours institutionnel. Donc, ce sera un gros challenge de voir quelqu'un qui sera à la pointe. Il y a également le fait que le Premier ministre Choguel Kokalai Maïga, du fait d'abord de sa trajectoire, il s'était tissé des relations avec les milieux d'affaires, avec un ensemble. Est-ce qu'il va davantage s'intégrer dans les milieux panafricains, ce qui était déjà... quand il était ministre, quand il était porte-parole, c'était déjà le canal qui privilégiait. Il faut noter qu'à ce moment-là, les médias panafricains... Abdoul Ndam. Alors, j'aime bien le préciser quand même, c'est un militaire, parce que vous le savez, lors de l'accord en ce qui concerne le gouvernement de transition, il était question de mettre un civil à la tête du gouvernement malien. C'est d'ailleurs pour cela, entre autres, ses compétences, on a porté le choix justement au Premier ministre Choguel Kokalai Maïga. Alors aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas en santé et il est donc remplacé non pas par un civil, mais par un militaire. Est-ce que c'est fait à dessein? Il faut quand même situer le contexte. Figurez-vous que le remplacement du Premier ministre Choguel Kokalai Maïga arrive dans une situation conjoncturelle. Son remplacement n'a pas été préparé. Dans l'urgence. Il a été malade. Dans l'urgence, il est important, de peur de casser le rythme, de casser ce sursaut, cette dynamique de changement véritable. Il est important, en attendant de mieux voir,
quel leader d'opposition pourrait, en attendant, assurer l'intérimaire pour que le président de la République puisse avoir un peu de temps pour pouvoir analyser, avoir des profils dans la société civile, dans l'urgence. Il est important de se poser la question de savoir, est-ce que le Premier ministre, est-ce que le colonel a le profil de la fonction? Je dis oui. Je vous assure, au-delà de l'uniforme qu'il porte, c'est un intellectuel hors échelle. Il est diplômé, il a un background à nul autre pareil. Diplomatie, il a un doctorat, je crois, en droit international, en droit international militaire, le droit de la guerre, le droit de la guerre internationale. Oui. Il a également doctorat en l'État, en business, en management. Il a également une expérience très poussée en ce qui concerne les outils informatiques. Il est diplômé également. Bon, pour vous dire que c'est quelqu'un qui est très cultivé, c'est quelqu'un qui a une intelligence à la hauteur de la fonction. Pour vous dire qu'en réalité, à la seule différence que la différence entre le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et M. Abdoulaye, c'est au niveau du tempérament. Au niveau du tempérament, l'un est soft et l'autre un peu hard. La tonalité, la pugnacité de M. Abdoulaye, de M. Choguel Kokala Maïga était davantage avérée. Et on constate avec le nouveau Premier ministre qu'il est un peu tempéré, mais une tempérance dans la fermeté. Donc pour vous dire qu'en réalité, ce qui se passe actuellement, c'est ce qu'on appelle techniquement en sciences politiques une rupture dans la continuité. Rupture, pourquoi? Parce que M. Choguel Kokala Maïga est malade. Il fallait qu'on puisse trouver son remplaçant immédiat en attendant de voir qui, au sein de la société civile, peut avoir le profit pour pouvoir assurer cette fonction. La continuité, c'est que le Premier ministre Abdoulaye a des coudées franches, il est déjà imprégné, il s'est imprégné de la lutte et il sait où on va. Par conséquent, je crois qu'en l'État, c'est le profit par excellence. Je tiens à rappeler que c'est lui qui devait davantage remplacer le Premier ministre, c'est notamment le ministre de la Défense. Il a décliné l'offre parce qu'il estime qu'il n'a pas la capacité nécessaire pour le faire. Et on estime clairement qu'au regard du profit de l'homme, il a les éléments qu'il faut pour pouvoir assurer la fonction. Des éléments qu'il faut pour pouvoir assurer la fonction, Jonathan Batenguene. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait changer la donne en ce qui concerne les relations aujourd'hui entre, bien sûr, la France et le Mali? On sait que le président, du moins le Premier ministre Choguel Maïga est dans le viseur. Je pense qu'il fait partie d'ailleurs des personnalités qui ont été sanctionnées par l'Union européenne. Alors, est-ce que également Monsieur Maïga Abdoulaye pourrait aussi aller peut-être dans ce sens-là avec plus de fermeté contre des États tels que la France. Surtout que c'est le cas aujourd'hui avec cette crise diplomatique, je pourrais le dire comme ça, des deux pays. Madame Doumbé, vous posez un secret de polichinelle. Non, Monsieur Maïga est l'homme qui a porté, vous savez, je suis très fan de sa rhétorique, je répète. Donc quand il veut dire, quand il veut être ferme, il dit je répète une dernière fois. Et c'est devenu un peu sa marque déposée. Oui, le ministre Maïga incarne l'aile dure. Il faut noter aussi que nous avons là affaire à l'un des colonels, les fameux colonels de Bamako. Nous avons donc affaire à l'un des colonels. Maintenant, peut-être l'une des grandes questions, c'est comment les autres partenaires sociaux, parce que le gouvernement malien, le gouvernement en transition est formé de manière un peu à créer une osmose avec le peuple. C'est un syncrétisme qui crée une osmose avec le peuple. Il y a, dans les questions de légitimité, ils ont tout fait pour donner la primature à un civil. Tout à fait. Et maintenant, on aura affaire avec un militaire. L'une des questions qu'on peut se poser, est-ce que l'équilibre sera rompu avec les autres classes sociales? Est-ce que les autres catégories de la société vont se sentir comme lésées ou bien désormais elles sont prises en otage par les militaires? Jonathan, si tu me permets une seconde, juste pour embrayer, pour dire qu'en été, la nomination est bien actée. C'est le Premier ministre pas intérim. Bien sûr, c'est pas c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a une situation conjoncturelle qui se pose actuellement. Pour ne pas peut-être rompre la dynamique, il faut d'abord reconduire quelqu'un qui peut davantage continuer en attendant que le président de la République puisse avoir une marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir détecter qui dans la société civile peut assurer la fonction du Premier ministre. Donc cela n'exclut pas que le poste de Premier ministre pourra revenir toujours à un civil. Il y a même bien plus que cela révèle. C'est qu'en posant la question,
il faut regarder un peu le baromètre social et politique du Mali actuel. On n'a vu aucune protestation. Bien sûr. Aucune. Oui. C'est d'abord l'élément positif qu'on remarque. Ça veut dire que, au-delà, même si ce n'était plus par intérim, au-delà du simple fait qu'on avait un gouvernement d'osmose, les décisions qui sont prises à l'intérieur du CNT. Le CNT, lui, est collégial. Et à l'intérieur de cette collégialité, vous avez des éléments de la société civile qui sont représentés. Par exemple, notre sœur, la grande combattante Amina Fofana, est membre du CNT. Vous avez l'imam Diko, tous ceux-là qui sont membres du CNT et qui ont participé certainement à désigner le nouveau remplaçant. Mais pourquoi donc le CNT? Parce qu'on a l'impression que c'est le président Assimi Goïta qui a désigné le Premier ministre par intérim. Non, c'est une décision collégiale. Pourquoi le CNT a jeté son dévolu sur le ministre Maïga? Parce que effectivement là, Abdoundam a touché du point un élément important, c'est le contexte géopolitique international. Nous sommes dans la phase dure de l'affrontement justement avec la France. Votre question. Il faut continuer. Il faut maintenant monter d'un cran. Il faut trouver un individu qui a le tempérament qui va avec. Vous savez que jusqu'à présent, le Mali, il a fallu qu'on demande au ministre Choguel Kokala Maïga, au Premier ministre, d'observer une certaine distance avec les médias pour mieux mener les offensives diplomatiques qui ont jusqu'à présent porté un grand coup à la coopération tout à fait bizarre, le pillage qu'avait organisé la France. Donc, maintenant, avec le ministre Maïga, c'est quelque chose qui semble déjà résolu parce que lui, ce n'est pas un homme qui va au front dès que ça lui tente. Il est plus discipliné, il saura encore comment mieux discipliner la communication gouvernementale, mais bien plus, il y a quelque chose qui avait manqué avec le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, c'était la mise en diapason entre l'appareil diplomatique malien et la communication panafricaniste. Ça, c'est très important. Il faut que la communication panafricaniste, panafricaine, soit en osmose avec la diplomatie malienne. Parce que jusqu'à présent, la diplomatie malienne, c'est, du moins le gouvernement malien s'était exprimé à travers généralement des médias qui n'avaient pas forcément la capacité de porter le combat. Si aujourd'hui c'est porté par les médias qu'il faut, et nous comptons sur le ministre Maïga pour le faire, nous pensons que l'action dure qui est en train d'être menée contre la coopération, contre les ennemis du Mali, pourra avoir un effet. Il y a par exemple, on a souvent décrié la question des preuves contre les terroristes qui auraient pu être partagées avec les chaînes panafricaines. Ça, c'est des éléments que le ministre Maïga maintenant pourra peut-être, en discussion avec le CNT, trouver des passerelles pour que les chaînes panafricaines aient accès à ce type d'informations. Même si vous estimez quand même qu'il est plus réservé. Il est plus réservé et donc il donnera certainement plus d'allant aux chaînes panafricaines d'aller au créneau et d'aller au taquet avec les chaînes, les médias mensonges. Abdoul Ndam, on rappelle que du côté du Mali, c'est vrai, Jonathan l'a si bien relevé, depuis l'annonce justement de cette nomination, il n'y a pas eu de remous du côté du Mali, même si on sait qu'une partie de l'opposition aussi s'est regroupée il y a quelques jours encore et critiquait la gestion de pouvoir, la gestion de la transition par le pouvoir en place. Est-ce que cet élément ne viendrait pas une fois de plus remuer le couteau dans la plaie? Aucunement. Pourquoi? Parce qu'il y a un paradigme nouveau qui est en train de naître au Mali. Ceux-là qui se targuaient d'être les leaders d'opinion, notamment les formations politiques, qui en réalité ne défendaient pas la cause populaire, en réalité se trouvent aujourd'hui isolés. Le peuple malien est au centre et au cœur de tout ce qui se passe au Mali. C'est fort de cela que vous constatez que la voix de ces opposants-là, en réalité, ne draine aucunement la foule. Dans la mesure où il y a une nouvelle manière de diriger. C'est peut-être une façon que le Cameroun a connue dans les années de colonisation, notamment le direct role, où en réalité le peuple est au contact avec ses dirigeants, et les dirigeants n'expriment et ne restituent que la volonté populaire. Fort de cela, c'est à cette juste raison que vous voyez que la population qui est in fine, le dernier ressort qui peut sanctionner une décision comme telle, est restée plutôt silencieuse. Et ce silence vaut acceptation en droit, pour dire qu'en réalité,
c'est un indicateur qui devait nous permettre de changer le baromètre de la légitimité encore de M. Assimi Goïta. Aujourd'hui, si le peuple est resté silencieux, ce silence peut s'analyser sur le prisme de l'acceptation. Ouais. C'est parce qu'en réalité, il constate que M. Assimi Goïta a pris une bonne décision et c'est lui qui va désormais jouer cette fonction par intérim. En réalité, au regard de ses faits d'armes, a des coups de franche pour pouvoir exercer davantage cette fonction qui est autre que la fonction du Premier ministre. Je tiens à rappeler que la fonction du Premier ministre, c'est une fonction très stratégique au sein d'un gouvernement. Pourquoi? Parce que si l'on s'en tient de ce que nous enseigne le droit constitutionnel et même le droit administratif général, il ressort clairement que le rôle du Premier ministre, c'est bien entendu de mettre en musique. C'est de mettre en musique la volonté telle que la politique telle que définie par le chef de l'État. Oui. Il a la politique, il veille à l'application rigoureuse et stricte des politiques définies par le chef de l'État et il coordonne l'action gouvernementale. C'est fort de cette coordination-là qu'on verra davantage sa touche particulière. Et compte tenu de sa formation préalable, qui est une formation militaire, et en plus de ses formations de juriste, il a quand même une floraison de connaissances qui lui donne davantage la légitimité scientifique et la capacité à bien mener cette fonction. Je crois pour ma part que c'est l'homme qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a davantage écouté, on a davantage vu le Mali sur le plan offensif médiatique. Aujourd'hui, avec le recul que le Premier ministre actuel aura au regard de son tempérament, cela va davantage créer un peu du doute du côté des adversaires parce qu'ils ne verront plus sur quel angle il va attaquer. Et là, la sortie du Premier ministre sera une sortie d'évangile. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va faire une sortie, ça sera une sortie pour prendre des décisions. Maintenant, celui qui aura la capacité de communiquer davantage, c'est bien entendu le ministre des Relations extérieures. Aujourd'hui, il aura un boulevard pour pouvoir communiquer davantage. Vous avez constaté à un moment donné, monsieur le Chogal Kokamaga, avec monsieur Abdoulaye, avec le ministre des Relations extérieures, davantage, il était comme s'il n'avait pas une forme de coordination, de communication des deux. Aujourd'hui, il faudrait que le Premier ministre puisse prendre le recul comme le président de la République, il coordonne et soit ferme et veille à ce que les instructions qui ont été définies par le chef de l'État soient mises en musique. Et je crois que fort de cela, au regard de sa fonction aussi, de ministre de l'administration territoriale, c'est un poste stratégique. Pourquoi pas? C'est le ministre de l'administration territoriale qui est le grand de la sécurité intérieure. Je crois que de cette double fonction, il a les coups de franche et le pouvoir nécessaire pour faire monter d'un cran ce combat noble qui est celui de permettre à ce que le Mali puisse se reformer et se refonder davantage. Merci à vous une fois de plus, Abdoul Ndam. On va aller au standard Lamine Diop pour prendre cet appel de Lamine Diop. Bonsoir, Lamine Diop. Allô? Est-ce que Lamine Diop est avec nous? D'accord, on va peut-être y revenir. La réalisation, vous essayez de peut-être voir avec Lamine Diop pour sa participation. Ok. De même à votre régie technique. Okay. Bonsoir aussi à l'ensemble des deux panélistes participants à ces deux thématiques. Commençons par M. Jonathan Batingene et aussi à M. Abdoul Ndam. Je vais me permettre d'essayer d'accentuer les analyses tonitruantes, je dirais, des deux panélistes à propos des deux thématiques. Écoutez, ma chère Sekondoubé, si vous me posez la question, comment interprétez-vous l'arrivée de nouveaux partis politiques en Côte d'Ivoire, comme celui de Mme Simone Gbagbo, je dirais que la période de rupture en Côte d'Ivoire, marquée par l'effacement politique des Ivoiriens en général, y compris la séquestration du pouvoir par Draman et Croncron depuis Paris, ont poussé les autres partis à un renouvellement de l'offre, d'autant plus marquant que dans la tradition politique ivoirienne, les partis politiques sont souvent l'occasion de recycler des personnalités sur le déclin, comme Bédié par exemple, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. Le fait de mettre en avant des femmes comme Simone Gbagbo manifeste aussi l'intention de toucher les femmes qui d'ordinaire se mobilisent très peu pour les enjeux politiques ivoiriens assez problématiques, disons ainsi. Ensuite, à propos du Mali, disons que la nomination par intérim de ce militaire Abdoulaye Maïga, réputé proche du président Assimi Goïta et qui a pris l'habitude de lire
tous les communiqués officiels du gouvernement, toujours en treillis, sous un ton très martial, au poste de Premier ministre par intérim, rebat les cartes à droite comme à gauche. En clair, il est complet dans son rôle en termes d'efficacité et de patriotisme fiable. C'est un bon choix, car il coche les cases qu'Assimi Goïta voulait voir remplies. La première, c'est celle du renouvellement. C'est un militaire encore jeune, ce n'est pas du tout un cacique, c'est un espoir, c'est un pari. Au fond, un colonel qu'on vient de nommer général, entre autres. Abdoulaye Maïga est aussi un symbole d'élargissement. Il vient certes du milieu militaire, il l'assume, mais aussi c'est quelqu'un qui a étudié la diplomatie et le droit international, et en Algérie par exemple, et le droit humanitaire à Paris. Ce n'est pas simplement un ralliement, c'est l'annonce de l'ambition d'un rassemblement. Alors, il va devoir mener la campagne des grandes élections générales au Mali, prévues, un rôle très difficile, mais certes surmontable, vu le nombre de hyènes au mètre carré postés devant les portes de la symbolique maison malienne. Donc, je vous dis belle fin d'émission, à bientôt et certainement à demain. Ciao. Merci à vous, Lamine Diop. Merci beaucoup pour cette participation. Nous également, on fait le tour de table avant de sortir de cette édition, bien sûr, du point sur l'actualité. Alors, Abdoul Ndam, pour sortir définitivement de cette émission, en parlant du Mali, on sait que le pays est plus ou moins dans des crises, du moins, est en train de traverser une lourde crise, on va dire diplomatique, précisément avec la France, des turbulences, également avec ce changement également à la tête de l'État. Est-ce que tout de même l'avenir, on pourrait prédire un avenir positif dans les prochains jours? Il y a lieu de le dire, hein. Il faut prédire, il y a un avenir plutôt meilleur, qui se présage à l'horizon, tout simplement parce que le Mali est en train de traverser une période historique où cette période historique restera gravée dans les mémoires africaines. Pourquoi? Parce que le Mali, ce qui se passe au Mali sonne le glas de l'hégémonie occidentale sur la bannière de la France en Afrique. Et le Mali se positionne comme un exemple que certains pays africains sont en train de copier pour pouvoir se détacher de cette prévarication de la France. Pour dire qu'en réalité, tous les peuples africains ont pour rôle aujourd'hui de soutenir le Mali. Pourquoi? Parce que le Mali mène un combat au nom de tous les Africains. Le Mali, après 60 ans d'indépendance, est le seul pays de l'Afrique noire francophone qui a osé faire ce que les gens n'ont pas pu en Afrique noire francophone. Notamment demander le départ d'un ambassadeur français. C'est l'inédit. Je crois qu'il y a autant d'actes que le gouvernement de transition malienne est en train de porter, qui atteste véritablement qu'ils sont dans la bonne voie. Et vous voyez, l'élément fondamental de plus, c'est ce soutien populaire. In fine, le pouvoir appartient au peuple. À partir du moment où vous n'avez pas le soutien populaire, à partir du moment où vous n'avez pas la sympathie populaire, il est clair que, quoi qu'il en soit, vous serez inversé par le peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui, contre vents et marées, malgré moult attaques, l'armée, le gouvernement malien reste debout. Pourquoi? Parce que le moral est au beau fixe. Et qui sont ceux qui donnent ce moral? C'est le peuple. C'est Forum Média. On mène un travail depuis que la crise s'est déclenchée au Mali. Forum Média mène un travail formidable. Nous faisons des plateaux ici, que ce soit à la matinale ou en soirée, pour soutenir le Mali. Je crois que c'est autant d'actes que l'on doit mobiliser pour permettre à ce que ce pays puisse davantage s'affranchir et obtenir véritablement sa souveraineté. Je crois que les indicateurs en l'état attestent qu'ils sont dans la bonne voie. Puisqu'en réalité, au regard de la tonalité, la prise de parole, on ressent une souveraineté véritable qui se manifeste dans la prise de parole. Aujourd'hui, les autorités maliennes n'ont plus peur de dire ce qu'ils pensent. Pourtant, c'est ce qui nous manquait depuis fort longtemps. Je crois qu'il y a des indicateurs pragmatiques qui nous amènent à croire que ce combat est un combat noble, et au regard des indicateurs, ils sont dans la bonne voie. C'est juste l'apothéose qu'on recherche, et l'apothéose ne pourrait être possible que si et seulement si nous les encourageons davantage, et cet encouragement doit fuser de partout. Les médias, comme nous le faisons, je crois que le peuple malien est un indicateur très important. Ils le font très bien. Et il y a un élément très important à souligner pour dire qu'en réalité, aujourd'hui, le Mali est en train de mettre fin et de donner une leçon dans la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, même l'ONU a peur du Mali. Je crois que c'est un indicateur très important. Jonathan Batenguene, finalement, il n'y a pas
de feu. On reste serein du Oui, côté de Mali, malgré justement ce changement, on le précise, par intérim à la tête du gouvernement malien. Le pays continue de suivre sa trajectoire. Dans cette phase, on est bien dans la phase de la fermeté dans le soft. Ouais. Un comportement tout à fait très simple, très élégant, mais avec beaucoup de fermeté. C'est un peu la technique du gant de fer, de la main de fer dans un gant de velours. Quand cette main tient l'individu ou bien l'adversaire, il se rend compte que la prise est tellement ferme qu'il ne pourrait pas s'en détacher. La France est en train de faire l'expérience de cette dureté du gouvernement malien avec ce gant de velours. Et c'est aujourd'hui c'est l'image que donne le nouveau Premier ministre, du moins le Premier ministre par intérim, le ministre Maïga. C'est cette main ferme dans un gant de velours, cette main d'acier. C'est ça le Mali. Le Mali, c'est la fierté de tout Africain. Comme l'a dit mon frère Ndam, c'est la fierté de tout Africain. Nous sommes tous Maliens, nous le répétons toujours. Assimi Goïta, c'est le héros de sa génération. Nous avons toujours dit, Assimi Goïta, c'est le Sankara des temps modernes. Bien entendu. Oui, c'est le Sankara. On ne pourrait pas le mettre dans la catégorie de Mandela, parce que Mandela, c'était la compromission. Mais Sankara, c'est l'intégrité. C'est Sankara des temps modernes. Les Maliens, nous les soutenons. Nous souhaitons que le gouvernement malien de transition, avec ce nouveau Premier ministre par intérim, réoriente les choix stratégiques du point de vue communicationnel. Nous sommes dans un combat qui demande beaucoup d'efforts. On ne peut pas encore parler de victoire, Manu. Pour l'instant, nous sommes encore au début d'une œuvre. Le Cameroun est-il déjà totalement libéré? La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Sénégal, quand vous voyez l'étendue du chantier, la RDC, tous ces pays d'Afrique qui attendent encore ou bien sont sur le point de se libérer, nous avons besoin qu'un Mali soit fort, que le Mali puisse atteindre le niveau où le Mali devienne comme l'Algérie l'a été dans les années 60, dans les années 50, soutenant les mouvements indépendantistes de par le continent. Oui, voilà la vocation historique du Mali. C'est pourquoi nous soutenons le Mali, parce que le Mali sera en résonance avec la libération du continent. Et nous savons que ça va arriver. Mais le Mali a déjà hissé l'image de l'Afrique à un niveau, comme vous le disiez, à un niveau qui n'est plus simplement un espace, le niveau régional africain. Le Mali, désormais, c'est la compétition, la lutte pour l'hégémonie mondiale. Le Mali est résolument engagé sur un terrain géopolitique où l'hégémonie états-unienne, qui porte les hégémonies sous-régionales comme celle de la France ou bien celle de la Grande-Bretagne, qui sont des nains géopolitiques en vérité, c'est le Mali qui aujourd'hui challenge ces hégémonies-là. Et nous soutenons le Mali parce que c'est l'image de cette Afrique-là que nous voulons. Nous voulons une Afrique conquérante, une Afrique qui gagne, comme le Mali d'aujourd'hui. Merci à vous, Jonathan Batenguini. On a encore 2 à 3 minutes pour sortir définitivement, et ce sera l'occasion pour nous de prendre Okosisi Baba Nicolo, bien sûr au standard, qui est d'ailleurs depuis un bon moment. On va sortir avec vous. Bonsoir à vous, Okosisi Baba Nicolo. Bonsoir aussi à l'ensemble des 2 panélistes participant à ces 2 thématiques. Commençons par M. Jonathan Batenguini et aussi à M. Abdoul Ndam. Je vais me permettre d'essayer d'accentuer les analyses tonitruantes, je dirais, des 2 panélistes à propos des 2 thématiques. Écoutez, ma chère Sekondoubé, si vous me posez la question, comment interprétez-vous l'arrivée de nouveaux partis politiques en Côte d'Ivoire, comme celui de Mme Simone Gbagbo, je dirais que... Je pense qu'on a eu des petits soucis avec la technique. Malheureusement, on n'a pas pu avoir Okosisi, des petites interférences certainement. Au standard, de toutes les façons, on referme cette édition du Point sur l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. C'est que j'ai